Déjà, c'est même presque anachronique de sortir des albums aujourd'hui. Et mon fils, qui aujourd'hui est majeur et qui découvre des trucs, il me dit, mais attends, mais t'as fait ça? En leur disant, bah, c'est très gentil, mais en fait, vous êtes un peu éloigné de la réalité de ce qu'est la musique de jeux vidéo aujourd'hui. 100%, tu as tout à fait raison. Et je pense que presque le talent n'a rien à voir avec le fait de réussir ou pas. Ah, c'est le bordel, j'avais pas vu. Oui, c'est le bordel. Si, j'avais vu que c'était le bordel chez moi, mais Oui, bon, c'est le processus créatif. c'est ça. Ouais, voilà. Bonjour Simon. Bonjour, Aurélien. Merci du temps que tu prends. C'est trop cool. J'avais très très hâte de faire cette interview. Ça, faut savoir que je te suis depuis quand même vachement longtemps en vrai. Je suis allé regarder par curiosité Ah, depuis 2011 quand même. ah alors, t'es pas de Euh, la première vague, mais t'es pas de la dernière non plus, quoi. Non, 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 ça fait 14 ans quoi. Ah oui, Donc, déjà. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ouais, vrai. ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Donc ça commence à faire et du coup je suis super content de pouvoir t'accueillir, ça va être cool. On va parler de plein de trucs, on va essayer de couvrir un maximum de tout ce que tu as fait, parce que mine de rien, c'est ce qu'on se disait en off juste avant, tu fais plein de trucs. Ouais, c'est pour Donc ça qu'on s'est déjà dit bonjour, etc., mais qu'on a essayé de le faire de oui, oui. façon naturelle. Toujours naturel, toujours très naturel. Mais du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, mon nom d'artiste, c'est Toxic Avenger. Je m'appelle Simon, hein, dans la vraie vie. On va s'appeler par nos prénoms parce que sinon c'est chiant. Je fais de la musique depuis plus de 14 ans, du coup. Depuis très longtemps, en fait. Depuis toujours, en fait. Quasiment depuis 30 ans, voilà. Et enfin, depuis un peu moins de 30 ans, mais voilà, bientôt 30 ans. Et j'ai bossé pour des films, pour des jeux vidéo, pour moi-même, pour un peu tout. Voilà, je fais de la musique, quoi. Et justement, tu dis que ça fait longtemps, ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé vers la musique? Je sais faire que ça. D'accord, toi aussi? Ouais. En fait, ouais, 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 sincèrement, ouais, je sais faire que ça, à tel point que, ado, mes profs ont dit à mes parents, laissez-le faire de la musique, c'est bien. Alors que j'étais bon en classe, hein, mais on lui a dit non, mais laissez-le. Donc, mes parents ont fait, c'est pas normal ce qu'ils viennent de dire, on va peut-être les écouter. Et voilà, non, non, ouais, depuis, ouais, je sais faire que ça, quoi. Je sais faire que ça, et ça m'amuse encore au quotidien, donc voilà. Et t'as commencé comment la musique? Ça a été par un instrument? Ça a été Ouais, par des ouais, ouais. synthés? C'est quoi qui a été Non, 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 non. Alors, ah oui, alors c'est très curieux parce que, non, oui, ça a quand même été par la guitare. Tu sais, je viens du métal, hein, moi, comme en fait, Ah, beaucoup de gens, en fait. En vrai, quand tu regardes oui, bien, oui. en fait, on vient tous un peu du métal. Et puis, quand même, un peu studio, je prenais des cours de guitare avec un prof qui était vendeur dans un magasin de guitare, comme beaucoup de profs de guitare. Ouais. Et un jour, il me dit, attends, j'ai un truc à t'amener quand même, c'est marrant, tu vas voir. Et il m'a amené un sampler en rack qui samplait 7 secondes. Et ça m'a fasciné. Et j'étais là, genre, je veux ce truc. C'est Hmm. incroyable. Et en fait, quasiment du jour au lendemain, j'ai lâché la guitare et je me suis mis à sampler des trucs. Voilà. D'accord, donc ça a été vraiment... En fait, t'es venu de la guitare et ton premier rapport un peu à la MAO, en quelque sorte, Ouais. ça a été vraiment cette boîte à rythme, quoi. Ouais, même pas une boîte à rythme, mais vraiment un sampler, quoi. Ah oui, un sampler. Un sampler en rack où tu pouvais sampler 7 Ouais. secondes, point barre. Et de là, ensuite, tu t'es dit... Ah, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'apprendre plus de choses, et ça t'a poussé vers d'autres éléments Ouais, ou... ouais, ouais. Alors, on parle d'une époque pré-internet, hein, donc en fait, apprendre, et je me suis. En fait, avec le recul, c'est tellement naïf, c'est très mignon. Je me souviens d'avoir fait ce truc. Je me disais, ok, les claviers, c'est sympa. J'avais un petit clavier MIDI qui était raccordé en MIDI à mon sampler. Mais je suis pas claviériste du tout. Ce serait cool si je pouvais jouer mes samples avec ma guitare. Donc j'appelle, doit être Star Music ou un truc. Non, ça s'appelait Backstage à l'époque. C'était en face de chez Stars Music. Ça n'existe plus. Et je leur avais dit, je les appelais pour leur dire bonjour. Je voudrais une guitare MIDI. Et le monsieur m'a dit, bah, non, enfin, ça n'existe pas, enfin, ou alors c'est très marginal, quoi. J'avais dit, ah bon, mais parce que je comprenais pas bien ce que c'était le midi, tu vois. Donc oui, oui, en fait, je me suis renseigné, j'achetais Keyboard Magazine, je me souviens de ça un peu, puis
Puis je traînais dans les boutiques, notamment ce truc qui s'appelait Backstage et qui n'existe plus, mais qui était incroyable. C'était une caverne d'Alibaba là-dedans de trucs ouf où le mec, je me souviens d'avoir vu un Rhodes Bass, donc c'est un Rhodes, mais un Rhodes qui est un clavier, un piano électrique, mais en version basse, donc en version très court comme ça. Il m'a dit prends ça, c'est pas mal. Il y a le mec de R qui est venu m'en chercher un, etc. Tu vois, c'était ce genre de conversation. Et en fait, et du coup, j'ai appris vraiment de façon, enfin tout seul, de façon très 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 empirique. Pour te donner une idée, par exemple, pour m'enregistrer, j'avais pas d'ordinateur à l'époque, et j'ai voulu subtiliser mon 4 pistes à cassette par autre chose. Et au lieu de m'acheter un ordinateur et d'installer Cubase, Pro Tools, peu importe, j'ai acheté un 8 pistes à mini-disque. Un format légèrement dissident. Voilà, Oui. qui demandait des mini-disques spéciaux qui coûtaient la peau du cul, etc. Donc oui, voilà, après, j'achetais un petit peu en fonction, j'essayais de comprendre ce qui se passait. J'ai acheté des petites boîtes à rythme, enfin des Groovebox, les premières Groovebox, j'en ai acheté parce que c'était assez pratique, et voilà, et puis me voilà. Du coup, tu as dit que tu as fait de la guitare, tu dis que tu as appris vachement de manière empirique. En fait, tu as appris les bases de la guitare et t'as pas trop fait de solfège ou en Alors gros, non, je ne comprends rien à la musique. En vrai, je comprends rien à ce que je fais. Et je tiens à garder ça comme ça. D'accord. Du Ah, coup, en c'est fait, je marrant, me c'est laisse un cool. peu guider que par mes émotions, par mon feeling, etc. Ce qui me pose plein de problèmes techniques, souvent, quand je compose, quand on me dit attends, mais là, par contre, t'es en sol, et moi, je suis là, genre, oui, enfin, éventuellement. Sûrement. Enfin, j'en suis pas à ce point-là quand même, parce qu'évidemment, en 30 ans de musique, même quand on ne veut pas, eh ben, on apprend quand même, je sais quand même à peu près ce que je fais, mais concrètement, ça me pose quand même pas mal de problèmes encore. Mais c'est un truc que je cultive parce que je pense que c'est ça qui fait ma spécificité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Hmm. tu viens me voir, tu sais, ça sera pas forcément le morceau le plus technique du monde, mais par contre, il y aura une touche euh, d'émotion, de sensibilité, de ce que tu veux, utilise le terme que tu veux, mais qui est la mienne, je pense. Ah, je comprends parce que j'ai eu un peu le même parcours, un peu, je vois des similarités, parce que j'ai essayé le solfège, sauf que j'ai eu la problématique d'être un gamin de 15 ans qui commence le solfège à 15 ans Ah oui, et et tu qui se veux retrouve dans jouer une Nirvana, en classe. fait, tu veux pas faire le solfège. Ouais, c'est ça. Et en fait, et on m'a quand même mis dans le solfège. Et ce qui était assez marrant, c'est que du coup, je me suis retrouvé avec une classe de gamins de 8 ans. Ouais. Parce que bah, souvent, les gens commencent des instruments à 6-7 ans. Et donc, j'étais en mode, bah, c'est bien, c'est que j'ai l'impression de rien apprendre de très utile. Et en plus, je me sens très seul pendant 1 heure à chaque fois. Ce qui fait que j'ai vite abandonné le solfège. Et j'ai un peu fait comme toi de manière assez empirique. Ce qui fait que maintenant, j'utilise plus de clavier. J'ai un Ableton Push et je compose avec ça. Ah Ce qui d'accord. fait le truc très particulier. Mais c'est une approche super marrante et ça change. Et c'est ce que je disais, c'est que je trouve qu'en fait, comme il y a une sorte de notion de montée, en fait, quand tu joues sur un push, en fait, je trouve qu'on retrouve un peu cette sensation de monter et descendre sur un manche de guitare. Ouais. Et ça, je trouve ça assez cool. Et je retrouve pas ça, par exemple, avec un clavier, mais c'est super marrant. Et c'est marrant que tu aies cherché un clavier MIDI et que maintenant, ça existe et qu'il y en a justement des, Ah des oui, les vraies guitares guitares MIDI, MIDI ouais. et tout Ouais, ça. ouais, Pardon, ouais, des mais guitares j'ai MIDI. découvert ça il y a pas. Oui, alors en fait, ça existait déjà. C'est un truc du début des années 80, je le sais parce que j'ai tourné avec un guitariste à un moment donné qui avait ça sur scène, qui était une espèce de. C'est pas vraiment une guitare MIDI parce que c'était rattaché forcément à son device qui lui jouait des Oui. sons. C'était Roland qui faisait ça, et c'était les connecteurs, c'était les connecteurs de vieilles imprimantes, tu vois, les gros Oui, connecteurs comme ça sur une guitare je vois très bien. hyper chelou, et ça sonne assez cool. Mais oui, c'était très 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 marginal, et oui, maintenant ça existe. Et en fait, comme ça fait 20 ans que je joue maintenant du clavier, enfin plus de 20 ans que je joue plutôt du clavier que de la guitare, je suis plus à l'aise avec un clavier maintenant, clairement, quoi. Et du coup, t'as appris la musique de manière empirique comme ça. À quel moment est-ce que t'as toujours voulu en faire une carrière ou est-ce que ça s'est un peu fait comme ça et Ah bah en fait, j'étais quand ado, j'avais des groupes de métal. Alors on parle de la fin des années 90, donc évidemment on était très inspiré de Rage Against the Machine, de Deftones, de tous ces groupes-là. Bien sûr. Et puis on a monté une petite asso pour faire nos concerts. J'étais à Paris dans le 15e, donc un arrondissement assez calme, pour être gentil, plutôt vieux. Et donc, Hmm. on trouve une petite salle dans le 15e. C'était le patronage laïque du 15e, autant te dire que voilà, quoi.
Et on monte cet assaut et on fait nos concerts. Et en fait, ça marche et on arrive à se payer parce qu'en fait, il y a des gens qui viennent, quoi. Et de plus en plus de gens qui viennent. Et je me suis dit, tiens, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire quand même. Peut-être que la musique, ça peut payer. C'est peut-être un truc qui peut marcher, quoi. Et puis, dans le même temps, ça m'arrangeait bien que ça puisse marcher, que ça puisse être un truc. Bien Et sûr. voilà, quoi. Mais du coup, j'ai dû passer presque un an. Mes parents ont dit d'accord, tu t'arrêtes. Mais par contre, tu te lèves pas à 11h et tu fais, quoi. Et en fait, j'ai passé un an dans ma chambre à justement me planter et à tout faire de manière empirique. Tous les jours, essayer de comprendre tout ce que je faisais. Vraiment, je sortais pas de ma chambre. Mes potes m'appelaient. Je disais non, non, je travaille. Je suis sorti de là au bout d'un an. Et au final, et puis aussi, habitant près d'un endroit qui s'appelle l'ISTS, qui est une école d'ingé son, ayant un bon ami qui le faisait en même temps que moi, j'étais dans ma chambre parce que mes parents n'avaient pas du tout les moyens de me payer ça. Eh bien, je m'incrustais de temps en temps. Donc, j'apprenais des trucs parce qu'en fait, voilà, les profs, ils en avaient un peu rien à foutre. J'apprenais des trucs. Je commençais à voir un petit peu comment ça se passe avec un ordinateur. Enfin, ça paraît fou aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais comment ça se passe avec un ordinateur, etc., etc. Comprendre la synthèse sur des synthés, parce qu'avant, je touchais les boutons, quand ça sonnait bien, j'arrêtais. Donc voilà, je me suis isolé pendant très longtemps, ouais. Et après, je suis sorti de là en étant un peu meilleur. C'est cool parce que tu as eu des parents qui t'ont soutenu, Ouais. mais en t'encourageant quand même à faire des choses. C'est-à-dire qu'en gros, ils t'ont dit bon, ok, tu tentes, mais tu te bouges, quoi. Tu te donnes les moyens de le faire, quoi. Bah, j'ai Et c'est j'ai des pas. parents qui viennent de milieux artistiques, D'accord, ok. journalisme et artistique. Pour te donner un exemple, mon père est photographe et en fait, il lui est arrivé un peu la même chose, quoi. Il a dit je veux être photographe, je veux être photographe. Pas de bac, rien. Il va pour passer le concours Louis Lumière, qui est une école de photographie très prestigieuse à Paris. Ouais. Euh, il rate son concours et il y avait un entretien avec je sais pas si c'est le proviseur ou quelqu'un de. Donc en fait, c'était un concours d'entrée en 2 actes, le concours puis l'entretien. Mon père rate complètement son concours parce que il a pas le bac, il a pas le niveau. Sauf que le discours passionné de mon père a fait dire au mec, bah tu sais quoi, vas-y. Il y a pas de souci, tu vas. Et en fait, il y a un peu de ça. Je pense que mes parents ont vu que j'étais hyper passionné et que de toute façon, ils sont aussi passés par là, et qu'ils me prouvaient aussi qu'on pouvait vivre artistiquement de sa passion, qu'on pouvait s'épanouir. Du coup, je pense qu'au fond d'eux, ils se sont dit, ah, c'est cool, il va pas faire flic, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. Bah, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais on a de la chance quand même quand on a des parents qui nous soutiennent. Parce qu'on n'a pas tous des parents qui viennent forcément de milieu artistique. Et donc, des fois, c'est difficile de se projeter là-dedans. Moi, je sais que mon père a travaillé à l'usine, ma mère a travaillé au PTT. Clairement, quand j'ai dit, bah, je veux faire de la musique de jeux vidéo, alors là. Oui, en Ils ont plus, fait, c'est un peu double peine. Ouais. voilà, c'est double peine. Et c'était en mode, alors on sait pas ce que tu fais en plus. À l'époque, c'était école privée, donc fallait faire un crédit à la banque. Alors autant te dire que mes parents étaient en mode on te soutient, mais on espère vraiment que tu sais ce que tu fais parce Oui, que on te regarde, vas-y, quoi. c'est ça. Mais c'est important parce que mine de rien, si je l'avais pas fait, je sais même pas si je ferais ça aujourd'hui, tu vois. Ouais, Donc bien c'est sûr, vrai bien que sûr. c'est un truc important. Et il y a un deuxième truc que je trouvais super intéressant, c'est l'importance des copains quand on travaille dans le milieu de la musique, etc. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup appris de ma formation, mais j'ai aussi beaucoup appris des mecs qui étaient plus talentueux que moi Bien et qui sûr. savaient des choses que je savais pas, Ouais. et que j'ai fait l'éponge. Vraiment, dès que je savais pas un truc, je venais vers eux et j'apprenais tout, quoi. Parce Ouais, bien que sûr. Bien sûr, mais surtout, encore une fois, enfin, je sais pas quel âge t'as, je sais pas si on a à peu près. 30. Donc t'es plutôt d'une génération Internet déjà, mais t'imagines comme vraiment, moi, je te Oui. le dis, Internet, évidemment, ça existait, mais j'imprimais des pages Internet. Tu vois ce que je veux dire? J'allais au cybercafé pour Ah imprimer bah, des pages. j'avais mes super disquettes où je téléchargeais mes images, hein. Donc je suis Voilà. vraiment de la toute première génération. Mon frère avait un Windows 98, je me rappelle très très bien. Et c'est marrant ce que tu dis, il y a des trucs qui semblent très bêtes. Anecdote,
quand j'étais sur internet au début je faisais pas de musique, j'apprenais juste à faire du montage et tout ça. Pour apprendre à faire du montage, soit fallait être sur les forums et t'avais des gens qui faisaient des capture écran par capture d'écran qui t'expliquaient comment faire un truc, soit tu devais télécharger des tutos sur Mega Upload à la vitesse d'un âne mort et et t'avais un mec qui t'expliquait avec un pauvre micro comment tu faisais une rotoscopie en vidéo quoi, et c'était en mode mais c'était laborieux, et je les ai encore ces vidéos là, mais oui, alors, aujourd'hui, sincèrement, si tu veux utiliser correctement Ableton, par exemple, tu peux suivre vraiment une formation quasiment de A à Z pour masteriser ton outil en mettant des vidéos chaque jour, etc. Donc ça, c'est sûr que ça a beaucoup changé. Oui, moi, c'est pareil. Il y a plein de moments comme ça au départ où en fait... j'avais l'impression de débloquer des choses vraiment, tu vois, quand j'ai compris ce qu'était la compression, mais c'était incroyable. Je pense que pour tout le monde, la compression, quand on la comprend la première fois, on a l'impression d'avoir compris le sens du monde, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, à chaque fois, j'avais l'impression de débloquer des petites choses quand j'ai compris les bus, les inserts, tu vois. Je me disais, mais comment ? Parce que je voyais dans les studios, parce que j'ai un peu bossé dans les studios aussi, je voyais au tout départ, je faisais des cafés, tu vois, donc je voyais ces patch bay, les patch bay, c'est parce que je sais pas à qui on s'adresse, ton public, à qui on s'adresse, est-ce qu'on s'adresse à des néophytes ou plutôt à des fondiers ? Alors un peu de tout. Les patch bay, ce sont des petits devices passifs, donc qui ne demandent pas d'électricité, qui te permettent de router de l'audio un peu à ta guise. Voilà, je le fais rapidement. Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris les patch bay, les bus, en fait, et si tu veux que je te dise, encore aujourd'hui, c'est peut-être un peu lié au fait que j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, mais passons, mais c'est pas que ça. Encore aujourd'hui, quand quasiment tous les jours, je regarde des vidéos genre de débutants en son, parce que je me dis peut-être que je vais trouver un truc, peut-être que je vais trouver le petit truc où j'avais pas capté, et en fait, et ça m'arrive encore, des fois je tombe sur des trucs, je me dis putain, mais oui, justement parce que c'est très empirique chez moi et que j'ai pas eu de formation, donc en fait, il y a vraiment des fois où je me dis, bah en fait, oui, bien sûr, pourquoi j'y ai jamais pensé. Ah bah oui. Puis, mine de rien, les choses évoluent vachement vite et il y a des techniques qu'on apprend. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y a, au bout d'un moment, il y a pas mal d'écoles, entre guillemets, de techniques, de manières de mixer, de manières de composer, d'approches et tout ça. Et au final, tu te rends compte qu'il n'y a jamais de vraie bonne solution. Il faut juste tester un peu et voir un peu qu'est-ce qui marche aussi par rapport à ce que tu fais. Parce que moi, je sais que j'apprends beaucoup de choses encore aujourd'hui, même sur Ableton. Mais j'ai trouvé ma technique ultime pour être sûr de toujours apprendre des trucs. C'est qu'en fait, je fais des partenariats avec des marques genre Arturia et ils m'envoient des plugins et je suis obligé de faire une vidéo dessus. Ce qui fait que je suis obligé d'apprendre à l'utiliser, et le fait de devoir me forcer à l'utiliser, déjà ça me permet d'être toujours un peu à jour niveau évolution de software, et surtout ce qui est cool, c'est que ça m'oblige à devoir l'expliquer à quelqu'un. Et dès l'instant où tu es obligé de l'expliquer à quelqu'un, c'est que tu as un minimum de maîtrise sur ce que tu expliques. Bien sûr, ouais. Non, puis tu as raison aussi sur le côté... ça me rappelle ce truc où je vais mixer mon premier album. C'est le seul album que j'ai pas mixé moi. Et je vais mixer mon premier album. Et le mec rentre les pistes dans son Pro Tools, premier morceau. J'étais à côté et derrière il y avait un mec de mon label. Il lance le truc, il entend le truc et il se tourne vers le mec de mon label genre. C'est normal, je fais oui, c'est comme ça que je le veux. Et en fait, mais en fait, grand bien m'en a fait parce que c'est ce qui a fait mon son aussi après. Mais tu vois, voilà, en fait, c'est la magie de découvrir petit à petit. C'est la magie de faire comme on le sent. Et c'est ça que encore une fois, c'est ça que je veux pas perdre, quoi. Ce côté, on sait pas comment ça tient, mais ça tient. Tu vois, un petit peu comme il y a un épisode des Simpsons comme ça où t'as Monsieur Burns qui a littéralement toutes les maladies. Et en fait, c'est comme ça qu'il tient. Ça fait un équilibre où en fait, il a toutes les maladies, mais il est encore en vie parce qu'il a toutes les maladies. C'est un peu pareil, tu vois. Oui, puis je pense qu'il y a un peu aussi ce côté presque un peu artisanal, tu vois, ce truc un peu... c'est pas hyper calibré pour que ça corresponde hyper bien au standard. Il y a un truc un peu fait main qui fonctionne super bien. Ouais. Et c'est ça le truc, quoi. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. Puis moi, c'est un truc auquel je tiens, ce petit côté... comment le dire sans être pompeux et dans quel sens le dire, mais artiste-artisan ou artisan-artiste
Hmm. Mais au fond, ça aussi, ça me vient peut-être aussi de mes racines. Alors, mes parents étaient plutôt artistes, mais de mes vraies racines ouvrières que dans ma famille on revendique et qui sont importantes. Euh, Il y a un petit côté ouvrier artiste ou artisan artiste. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, tu as fait ta carrière musicale, tout ça. Ouais. Et moi, alors, je t'avais découvert avec un premier album que j'avais écouté en 2011. Et je t'ai redécouvert 3-4 ans après sur un jeu qui s'appelait Fury. Ouais. Et j'aimerais bien savoir comment ça s'est fait. Comment tu t'es retrouvé à bosser sur de la BO de ce jeu? Eh ben, c'est Game Baker, donc les gens qui ont fait le jeu, qui m'ont écrit pour me dire voilà, on aimerait bien que tu fasses quelques morceaux pour ce jeu, et à l'époque, il y avait toute une liste de gens qui devaient faire de la musique aussi, et c'était pas du tout les noms que vous connaissez aujourd'hui. Je vais pas les donner parce que je sais pas si j'ai le droit de les donner, mais c'était des noms, Oui. des très gros noms. Et, Ok. voyant ces noms, voyant le projet, je me suis dit ok cool, allons-y. C'est un truc que j'avais pas fait. J'avais pas fait de musique originale pour des jeux vidéo. En revanche, j'ai eu beaucoup de musique dans des jeux ou pour des trailers de jeux. J'ai eu des Need for Speed beaucoup, Need for Speed. J'ai eu du comment ça s'appelait ce jeu? Ouais, j'ai fait le trailer de Watch Dogs. C'est pas des morceaux originaux, c'est des morceaux qui ont été Oui. synchronisés, des morceaux de mes albums qui ont été mis sur des images. Et là, je me suis dit, ok, c'est cool. En plus, mon fils commençait à avoir l'âge de jouer bien à des jeux vidéo, donc je me suis dit, ça va le faire kiffer un peu. Le truc, c'est qu'ils sont arrivés en me disant, bah, nous, on aime vraiment beaucoup certains morceaux de ton premier album, donc un album qui est sorti en 2010, pour être précis, mais voilà. 2011, 2010, j'ai rien dit, mais c'est 2010. Oui, Voilà, oui. bon, voilà. Ah, excuse-moi. Et c'était à une période où, donc là, on est en 2017, je crois, 2015. Putain, je sais, ça a 10 ans déjà, Fury, peut-être. Hein. Ouais, c'est 2015-2016, un truc Et comme ça. donc ça faisait quand même 5-6 ans que j'avais sorti mon premier disque. J'avais déjà sorti mon deuxième disque et déjà sorti mon troisième album. J'avais sorti 2 albums entre-temps, dans lesquels j'avais tenté de faire un peu évoluer mon son. Et eux arrivent en me disant, mais nous, on veut le premier album. Et je me suis dit, ouais, mais quand même, moi, ça m'emmerde un peu. Je l'ai fait parce que, pour toutes les raisons que je t'ai citées avant, je me suis dit, c'est quand même, le jeu est cool, l'équipe est cool. Je l'ai fait en me disant, bah, ok, ça marchera pas. Mais le truc, c'est que ça a cartonné de ouf. Bien sûr. Et sincèrement, je m'y attendais à ce point-là, pas du tout. Comment ça s'est passé le travail collaboratif avec eux? C'était, ils avaient déjà des jets en tête et ils t'ont envoyé des références, puis il y a eu un ping-pong qui s'est fait entre vous Ouais, en fait, leur rêve, c'était mes morceaux. Donc, en fait, c'était très facile, D'accord. tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, ils avaient déjà. En fait, je suis arrivé en fin de chaîne. Donc, ils avaient déjà du gameplay, des vidéos gameplay à me montrer. Pas de jeu à jouer perso, mais des vidéos gameplay à montrer sans aucun souci. Et finalement, c'était assez simple. Oui, il y a eu du ping-pong un peu, mais de mémoire, je crois vraiment que j'ai envoyé 2 morceaux et qu'ils m'ont dit, bah en fait, voilà, merci, c'est bien. Euh, D'accord. donc ça, c'est plutôt cool. Ça s'est plutôt passé de façon très fluide. Et après, alors pour ceux qui ne savent pas, dans un jeu vidéo, il arrive. Parfois, on vous demande de faire un morceau classique. Mais souvent, on vous demande de faire un morceau qu'on va appeler évolutif ou modulable. Interactif, adaptatif, t'as plein de mots. Exactement, ouais. Où en fait, en gros, le principe, c'est, je vais donner un exemple très simple. Le héros part d'un point A pour aller à un point B. Le héros étant votre personnage, mais c'est vous avec une manette. Le héros avance dans son couloir pour aller au point B, sauf que bah, le héros, il a le droit de reculer s'il a envie, puisque c'est vous qui avez la manette en main. Et du coup, si la musique doit monter en intensité en allant au point B, le point B étant par exemple un boss, si vous décidez de reculer, la musique doit descendre en intensité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est quelque chose sur laquelle on travaille quand on fait du jeu vidéo, à savoir, moi qui ai l'habitude de faire des morceaux purs, là, il fallait faire des morceaux qui puissent, comment dire, évoluer avec des couches supplémentaires et en enlever aussi. Mais à l'époque, c'était quand même assez basique. C'est-à-dire qu'en fait, en Oui. réalité, il y a 3, 4, 5 modules de son. Aujourd'hui, c'est autre chose. Là, moi qui suis en train de travailler sur autre chose en ce moment,
c'est autrement plus complexe et plus Bien sûr. et encore plus, mais à la fois c'est très chouette, c'est encore plus modulable. Donc ouais, ouais. Mais c'était un truc que je connaissais pas du tout à la base et je t'avouerais que j'ai trouvé ça vraiment mortel de bosser là-dessus. Bien sûr. Mais Fury, ça a été. Je me rappelle, parce qu'à l'époque, du coup, 2015-2016, je sortais d'école. Ouais, Et j'avais un ami qui avait travaillé sur Fury, sur la partie sound design, implémentation, etc. d'accord. Et je me rappelle qu'on s'était dit, le système est pas complexe, mais ça marche bien. C'est-à-dire le fait d'avoir des systèmes de modules où un segment égale une phase d'un boss, je trouvais ça extrêmement stylé parce que du coup, on pouvait presque suivre les patterns du boss juste avec la musique. Bien sûr, ouais. Et c'est encore un exemple que je montre à des étudiants quand j'ai des cours, quand j'explique le principe du jeu vidéo. Je leur montre ça et je leur dis, là, transition, on passe au segment suivant, donc changement de pattern. Mm. Et c'est un très bon exemple pour montrer des systèmes un peu simples mais qui marchent bien. Parce que en ce moment, dans le jeu vidéo, on fait des systèmes de plus en plus complexes, ce qui est très cool. Et en même temps, parfois, des choses très simples, ça peut être aussi très cool. Ouais, ouais, en l'occurrence, je sais que sur Fury, effectivement, ça marchait bien avec finalement pas grand-chose. Là, par exemple, je bosse sur un projet où il y a, je dirais, 4, 5, 6 fois plus de segments sur chaque piste et il y a des dizaines de pistes. Donc oui, c'est beaucoup plus complexe. Mais alors là, pour le coup, en même temps, je travaille avec quelqu'un bon, bref, ça va être très très chouette. Ça va être très chouette. D'accord. Mais ouais, c'est sûr que la musique interactive, on peut aller vraiment. Parce qu'en fait, en musique interactive, pour aller encore un peu plus loin, on a en fait deux types d'interactions. On peut avoir soit de la progression horizontale, Ouais. avec on passe de segment A à segment 2, segment 3, où on peut avoir des couches qui se rajoutent. Sauf que ce qui est particulier, c'est qu'on peut additionner les deux. C'est-à-dire qu'on peut passer de segment en segment et avoir de l'addition. Donc en fait, ça multiplie les possibilités. Si en plus on rajoute de l'aléatoire, alors là, Ce qu'ils on peut appellent, aller très alors, très loin, quoi. pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle du matrix mixing. Le fait de pouvoir, Voilà. voilà, d'avoir le matrix mixing. Et oui, alors non, je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup, voilà. Mais en tout cas, oui, et du coup, c'est effectivement fascinant. Et à la fois, tu sais, il y a encore plus simple, vraiment, il y a encore plus simple que 3 segments je me rappelle je crois que c'était dans SSX Tricky ou SSX 3, c'était tout Mhm. con. Il y avait du flanger ou du phaser et un petit filtre quand le mec faisait une énorme figure, tu vois. Oui. Et Comme un temps suspendu. Et ça marchait trop bien, et ça me retournait la tête. Je me disais, mais voilà, c'est tout bête, c'est trop bien. Et on l'utilise encore, parce que là je bosse sur un jeu de course où typiquement j'ai mis des effets similaires avec du cut-off, etc. sur des effets quand tu passes dans un tunnel ou quand Ouais, tu sautes, etc. Et ça fait toujours un effet waouh. ouais, Alors c'est très bête, c'est très basique, mais ça marche terriblement bien, hein. ouais, Et bien des sûr, choses bien comme sûr. ça. Du coup, t'as fait Fury, donc Ouais. tu t'en as parlé, t'as fait 3 albums. D'ailleurs, je crois que c'est le troisième que j'ai vraiment beaucoup kiffé, je crois. Ouais, Celui qui c'est s'appelle celui-là que j'avais. Exit, avec des 3 traits comme ça. Ouais, c'est ça. Je savais pas comment le dire. Exit et une lettre grecque. Voilà. D'accord, et bah j'aurais dû faire grec. Voilà, ce sera la leçon. Et donc tu as fait tout ça, et alors moi je l'ai pas encore vu, honte à moi, mais j'ai vu que tu avais travaillé sur Motherfuckers. Est-ce que tu Ouais. peux nous en parler un petit peu? Et toute cette merde autour, c'est Dark Mid City. Comment ça s'est fait? Ouais. Un peu ton rapport là-dessus? Bah, tu sais, pareil, moi, je suis pas du tout un prospecteur, du tout. Je suis nul, complètement nul. Mhm. Je suis ce qu'on appelle socially awkward. Tu vois, j'ai dit beaucoup de. Voilà. Du coup, c'est pareil. C'est encore une fois quelqu'un qui est venu vers moi. En l'occurrence, c'est Run, le réalisateur du film et le créateur de Mutafukaz. Et via un ami commun qui je fais un bisou qui s'appelle Mike. Et puis, pareil, il m'a dit en fait, nous, ça nous intéresse beaucoup. En plus, c'est Orelsan et Gringe au doublage et on sait que tu les connais, que tu bosses avec eux, que t'es potes et tout. On se dit que ça pourrait être cool. Viens chez Ankama à Roubaix, on va te faire une proche du film dans la salle de projection et puis tu nous dis si ça te branche, quoi. Et évidemment, moi, le boss final pour moi de mon métier de musicien, c'est faire de la musique de film, donc je n'ai même pas hésité une demi-seconde. Hmm. Et en plus, le film est, si tu as l'occasion de le voir, le film est vraiment cool si tu aimes le cinéma d'animation pour adultes. J'adore. Mais oui, mais pareil, là pour le coup, ça a été, je pense, ça a duré plus d'un an, je pense. J'ai bossé plus d'un an tous les jours là-dessus. Parce que les films d'animation ont ce site particulier que, enfin,
dans mon appréciation du film d'animation que la musique doit parfois souligner des actions de façon un peu plus cartoonesque que dans un film classique. Typiquement, tu as un héros dans un film classique qui ouvre la porte, tu vas pas faire des tulut, tu vois, alors que ça peut marcher dans un film d'animation. Je voulais aussi que la musique s'intègre beaucoup à l'image. Et tu as l'occasion d'aller voir, il y a une scène de poursuite en camion de glace qui est, que j'ai réalisé comme ça et où c'était très complexe parce que je voulais que la musique démarre avec la musique d'un camion de glace à l'américaine. Les petits, voilà. Sauf que je voulais que ça soit aussi la base mélodique et rythmique de mon morceau et qu'ensuite il y a une poursuite et qu'en fait et que la caméra cut aussi du camion de glace, donc la petite musique du camion de glace elle doit évoluer comme ça, mais je voulais que tout soit très cohérent et ça typiquement je pense que cette scène là juste pour 2 minutes et demie ça a dû me prendre 4 mois, tu vois. Mais voilà, ouais, en tout cas, oui, expérience de folie de bosser pour de l'animation. En fait, c'était ma première musique de film de commande, enfin, je veux dire, de celle pour laquelle je n'ai pas juste synchronisé des morceaux. Et autant te dire que j'ai commencé par le hard mode. En plus, Run, le créateur, est je pense, aussi névrosé que moi et aussi zinzin que moi sur les petits détails et tout. Donc, alors, on s'est très bien entendu, c'était génial. Mais du coup, à nous deux, vraiment, on se prenait la tête sur des micro-trucs. Mais c'est cool, hein. J'ai même gagné un truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais un prix à Gérardmer. C'était le festival de mon enfance, tu vois, c'est Avoriaz. C'était Avoriaz à l'époque et Gérardmer aujourd'hui, juste pour la musique. Donc rien que ça, c'était rien que pour moi, c'était fou ça. Voilà, donc voilà. Il y a des expériences comme ça qui nous marquent. Je sais que le travail à l'image c'est toujours un peu particulier. Moi, j'avoue que je suis pas un très grand. Je mate pas beaucoup de films. Oui. Parce qu'en fait, je pense que j'ai des problèmes d'attention. Oui. Dès que ça dépasse 1h30, je commence à bouger. Tu sais, je commence à plus tenir en place et c'est une vraie problématique. Mouta fait 1h20, je crois. C'est très bien. Ouais. Mais genre, là en ce moment, ce que tu as sûrement vu, mais tu sais, on est passé des films qui faisaient 1h30 aux films qui font 3h. Oui, mais c'est très chiant ça. Enfin, c'est cool. Et je comprends qu'ils se te disent comme ça, les gens en l'ont pour leur argent, mais sincèrement, ouais, moi, quand ça fait 3 heures, je n'y vais pas en fait. C'est con, mais ça me fait chier. En fait, c'est juste. Enfin, il n'est de bonne compagnie qu'il se quitte. Tu vois, moi, pour 1h30, c'est très cool, quoi. Voilà. Oui, voilà. Je suis très d'accord et. C'est pour ça que j'aime bien les films d'animation, c'est que comme ça coûte très cher de faire 3 heures, ils peuvent pas faire 3 heures de film d'animation, donc en général ça tourne plus vers 1h30. Et 1h30 c'est bien, vraiment 1h30 tu passes un bon moment, tu as le temps d'avoir un développement quand même intéressant, voire avoir des longueurs parfois. C'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que 3 heures c'est un peu long, mais le travail à l'image c'est toujours un travail assez particulier parce que à la fois tu vas avoir des codes, parce que tu vois, je pense que par exemple entre cinéma et cinéma d'animation déjà il y a un delta énorme, parce que dans le cinéma tu vas souvent avoir des codes un peu plus sérieux dans 80% des cas et tu vas avoir un référentiel énorme. Dans le milieu de l'animation tu peux autant faire du last man que tu peux faire du pas de patrouille, quoi. Ouais, bien sûr. Et pour autant on est dans la même catégorie mais c'est pas le même truc. Et pour avoir déjà fait de la musique sur de la web-série et du court-métrage, déjà je trouve ça long de composer à l'image. Alors sur un film d'1h30, ça doit être parfois un peu long. Et surtout, il faut se poser la question de où est-ce que je mets de la musique, où est-ce que je n'en mets pas. Oui, ça aussi. Bien sûr que rien que ça, effectivement, ça, et puis après trouver les bonnes intentions, et puis dans un film d'animation, mais même en dehors de ça, moi j'ai quand même un petit côté, j'aime bien que les choses soient symétriques, que les choses. Donc en fait j'adore, et dans Mouta ça s'entend beaucoup, je trouve, mais que tout tombe parfait, qu'il n'y ait pas de fade out dégueulasse parce que finalement machin. Donc donc déjà ça te met un espèce de cadre de BPM un peu bizarre. Enfin. C'est compliqué. Tu vois, c'est comme dans la pub où parfois il m'est arrivé de faire de la musique de pub
Et la musique, la pub, ça coûte cher à la télévision, donc on essaye de faire le plus court possible avec le maximum d'infos. Et parfois, bah, il te synchro un truc, mais ton refrain, il fait 37 secondes et la musique fait 28 secondes. Donc il faut couper dans le refrain, tu vois. Sauf que souvent, ça coupe un peu n'importe comment et ça me rend ouf. Donc j'essaye toujours de trouver des solutions pour que ça tombe parfait. Et c'est vrai que ça, c'est un peu relou. Mais à la fois, moi, c'est pour ça que je vis vraiment la musique à l'image. Pour moi, je trouve ça génial à faire, en fait. Je trouve ça génial d'avoir un support déjà là pour y poser de la musique. Je trouve ça absolument génial. Donc, tu as fait tout ça, tu as sorti plusieurs albums aussi, tu as sorti Globe Volume 3. Globe Volume 1, Globe Volume 2, en fait, c'est trois maxi qui forment un album au final, ouais. C'est ça. Et tu as fait Midnight Resistance, Yes Future et Mission. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir travaillé sur du jeu vidéo et du film d'animation, ça a eu une influence après sur les albums suivants que tu as fait? Ou pas du tout et tu es globalement resté à peu près dans le même truc? Alors, pas du tout. Je suis pas resté dans le même truc, j'essaie quand même d'aller voir un peu partout. Et d'ailleurs, c'est presque ce qu'on peut me reprocher parfois. Mais non. Alors en revanche, vraiment, j'avoue que ça n'a pas eu d'incidence du tout sur ma façon de faire, parce que aussi on vient me chercher, je pense, pour ma musique. Donc, au final, tu vois, c'est ce que je veux dire. Je me suis pas adapté au jeu. Enfin, rarement, en fait. Je me suis retrouvé à devoir m'adapter parce qu'en fait, je pense que je suis pas assez bon pour m'adapter, surtout. Et en fait, je pense que je sais très bien faire ce que je sais faire, mais en revanche, tu peux pas me challenger sur un truc qui ne me ressemble pas. Donc au final, je pense que non. Quand on vient me chercher, c'est pour ce que je sais faire, et du coup, non, ça m'a pas forcément influencé d'une manière ou d'une autre. Et j'ai remarqué aussi que sur Midnight Resistance et sur Yes Future, il y avait beaucoup de featuring. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, ce que j'essaye de faire, c'est faire un album, un EP, un album, un EP. Pourquoi ? Parce que je suis l'associé de mon propre label, donc j'essaye de faire un EP qui coûte moins cher, avec moins de featuring, pour pouvoir mettre un peu de sous dans un album. Et puis parce que je pense que je vois l'album aujourd'hui comme une espèce de grande fiesta avec des potes, parce que déjà c'est même presque anachronique de sortir des albums aujourd'hui, c'est horrible, mais c'est la vérité. Donc j'essaye d'en faire un truc un peu événementiel, tu vois. Et surtout d'aller chercher des gens, absolument, d'aller chercher que des gens qu'on n'attend pas, ou beaucoup de gens qu'on n'attend pas, parce que c'est ça qui me fait kiffer, et puis parce que ça serait trop facile de faire un album de musique électronique avec des potes qui font de la musique électronique, et puis rester entre gens à tête de synthé. Ah, c'est vrai que sur Midnight Resistance notamment, je m'attendais pas à voir Look Mom No Computer et Diamond Declos dans un même album. J'avoue que ça c'était un peu, j'étais en mode ah ouais. alors ça, à la limite, c'est presque le moins chelou, je dirais. Ouais, Look Mom, qui a donc une chaîne YouTube et qui fait de la musique, et qui est un cinglé du bidouillage. Il est incroyable. Ouais, sa chaîne est incroyable. Si vous l'avez jamais vu, allez voir, c'est vraiment cool. Et surtout, j'avais envie d'une voix anglaise, j'aime les voix anglaises. Et puis Declos, j'ai fait Declos, qui est donc un ami d'enfance d'Orelsan, pour qui j'ai fait en fait tous ses morceaux. Donc c'est moi à la base qui compose ces morceaux. Et du coup, ça je savais pas, d'accord. Du coup, c'était un peu logique de le faire jouer, de le faire chanter. Il a une folie que j'aime beaucoup, et puis, je sais pas, j'avais vraiment envie d'avoir Claude sur ce disque. Je n'avais jamais eu Claude sur mon disque, et puis comme on se voyait toutes les semaines, tout le temps, c'était. Mais tu vois, sur l'album d'après, il y a Alain Chamfort, par exemple. Mais oui, effectivement. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Lotfi aussi, que personne n'a vraiment noté, mais Lotfi Attar, c'est toujours un guitariste d'Oran, ou d'à côté d'Oran, et qui a eu un groupe qui s'appelle Raina Rai dans les années 70-80, qui était le créateur du rock Rai, qui a fait 2-3 tubes immenses, même ici, où si je te faisais écouter les morceaux, tu dirais ah oui, je connais ça. Et c'est vraiment une légende d'Algérie, et moi je suis très sensible à la musique algérienne. Et du coup, j'ai été chercher ce monsieur qui avait plus ou moins raccroché les gants, ou qui n'avait pas enregistré de guitare depuis longtemps. Il est considéré comme le Santana d'Oran, tu vois. Donc voilà, j'aime bien aller chercher des gens où on se dirait pas, tiens,
tiens, lui, il est là-dedans. Mais pareil, Chamfort a fait des albums incroyables. Donc, il y a pas de raison pour laquelle je me briderais dans mes choix Ouais. d'invités parce que c'est cool en plus. Ça fait râler. Je sais que ça fait râler. Il y a plein de gens qui me disent, putain, mais en fait, Ah ouais? qu'est-ce que Chamfort, ça vient foutre là? Bah ouais, mais en fait, j'adore Alain Chamfort, quoi. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je bosse beaucoup avec une fille qui s'appelle Sophie aussi, Sophie Tid, qui a fait La Nouvelle Star il y a maintenant longtemps, mais je trouve qu'elle a une des plus belles voix que je connaisse. Hmm. Bon, voilà, je bosse avec des gens que j'aime, quoi. Bah je pense que c'est le plus important parce que dans le milieu de la musique, c'est assez facile de tomber dans une sorte de consanguinité et de facilité en se disant, oh, je vais aller avec telle personne parce qu'il fait la même chose que moi et donc forcément ça va attirer des gens. Ouais. Alors que la musique, c'est aussi l'occasion de faire des rencontres, de faire des projets cool en fait. Et avec des gens cool en fait. Ouais, complètement. Moi, encore une fois, pareil sur Midnight, il y a un monsieur qui s'appelle Maxence Sirin, qui est pianiste classique. Enfin voilà, pour moi, c'est de la différence que naît la rencontre musicale. Je trouve que Ouais. à chaque fois que j'ai fait des choses avec des gens qui faisaient des choses qui me ressemblaient, bah, c'est pas que c'était pas bien, quoi. C'était juste que c'était attendu et moi, j'aime pas être attendu. Voilà. Même s'il y a des gens qui se disent, putain, mais nous, on veut que tu nous refasses Fury sur 12 titres. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait, ça m'emmerde. Ouais, mais tu vois, de cette rupture, moi, je trouve qu'il y a vraiment des très bons morceaux, des très bonnes idées qui sortent, même sur les trucs. En fait, je trouve ça intéressant, les artistes qui se renouvellent, dès l'instant où il y a une proposition qui marche vraiment bien. Et pour avoir écouté, depuis 2011, quand même, j'ai écouté pas mal d'albums. Je n'ai pas tout écouté parce qu'il ne faut pas déconner. Ouais. Je suis pas fan hardcore, mais entre l'album de 2016 et 2020, les deux, je les trouve intéressants, mais pour des raisons complètement différentes. Ouais, en fait. bien sûr. Ouais, bien sûr. Et en plus, mine de rien, il y a toujours, surtout sur Midnight Resistance, je me rappelle que je l'avais vraiment vécu cet effet de surprise en me disant ah ouais. Et c'est trop bien ça. Ouais, moi, c'est vraiment pour moi, ça, c'est full important. Pareil, sur Midnight, il y a J.J. Johansson, qui est une de mes idoles de quand j'étais plus jeune, qui fait toujours du trip-hop. C'était un des leaders du mouvement trip-hop dans le monde. Enfin, voilà, voilà, c'est cool d'avoir ça. Je veux que ça soit une espèce de grande fête entre copains et entre genres et styles différents et que un guitariste de rail de rang rencontre Claude, un chanteur d'Andy, de trip-hop, un pianiste classique. Et Look Mon Computer, bah voilà, et en même temps, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête, quoi. C'est ça. C'est dans ma tête, il y a ça. Et puis il y a pas un truc aussi, un côté un peu kiffant aussi de bosser parfois avec ces idoles des gens qu'on écoutait à l'époque, voilà. Bien sûr que oui. Quand je me suis retrouvé en studio avec Alain Chamfort, c'était un kiff de ouf. J'ai trouvé ça incroyable. À chaque fois que j'ai pu bosser avec mes idoles, j'ai trouvé ça incroyable. Quand, il m'est arrivé en plus plein de fois, j'ai eu de la chance, il m'est arrivé plein de fois de le faire. Enfin, j'ai fait des remixes pour Morbid Angel que j'écoutais quand j'étais ado. J'ai tourné avec Igor Cavalera, le batteur historique de Sepultura. Enfin, j'ai fait des trucs comme ça qui me paraissaient, à chaque fois que ça m'arrive ça, je me dis dans ma tête, mais tu te rappelles de quand tu étais ado? Et en fait, c'est incroyable. Donc oui, évidemment que c'est d'abord des kiffs, évidemment, ouais. Puis c'est important de voir le chemin parcouru aussi, c'est toujours cool parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à toujours regarder devant, tu sais, avec une sorte de direction. Sauf qu'en fait, on se rend pas compte qu'en fait, derrière, il s'est passé tellement de choses. Ouais, bien sûr. Après, en plus, oui, bien sûr. Et en plus, maintenant, je suis à un âge où, ça y est, je commence... C'est horrible. Je commence à regarder derrière parce que je me suis posé et que je me dis, mais attends, t'as fait quand même 2-3 trucs. En fait, c'est ma femme qui m'a rappelle souvent ça, qui m'a dit, mais attends, mais t'as fait ça quand même. Et mon fils, qui aujourd'hui est majeur et qui découvre des trucs, qui me dit, mais attends, mais t'as fait ça. Et en fait, oui, quand t'as la tête dans le guidon, tu t'en rends pas compte. Mais après, oui, maintenant, je me pose et parfois, je me dis, bah, en fait, ouais, t'as eu la chance de faire ça, c'est quand même ouf. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence, qui t'a pas mis au final d'en vivre? Est-ce que c'est le fait d'avoir justement d'être beaucoup investi au début et après d'avoir eu de la chance avec des opportunités qui sont mises, ou est-ce qu'il y a un truc qui a joué là-dessus, quoi? Je me demande souvent, si je sais un peu, mais je me pose quand même souvent la question. C'est-à-dire que je suis arrivé en tant que musicien avec mon projet à l'époque du début de Justice, des Bloody Beetroots, de tous ces groupes-là. Ouais. Qui faisait partie d'une scène qu'on appelait French Lodge 2.0, tu vois, voilà, on était tous dans ce même truc-là.
Et en fait, aujourd'hui, il en reste très peu. Déjà très peu qui continuent à faire de la musique. Alors, il y en a pour qui c'est devenu, il y en a pour qui c'est, voilà, Justice, c'est devenu Michael Jackson et c'est très cool comme ça. Oui. Mais on est très peu à continuer à faire de la musique. Et ceux qui continuent, la plupart du temps, ont une audience très confidentielle. Et en fait, aujourd'hui, moi, quand je regarde mes chiffres de stream, je me dis, mais c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, je les comprends encore pas tout à fait. Je me dis, et en fait, je pense que ce qui a fait que ça a marché au fil du temps, déjà, c'est que j'ai continué à faire ces choses, de la musique tout le temps. Et après, au départ, ce qui a fait que ça m'a mis un peu sur le devant de la scène, c'est tout bête, mais j'ai signé mon premier EP, aux États-Unis, sur un label qui a été fondé par Steve Aoki, mais qui est parti du label après, un label qui s'appelle Hired Comics. Les mecs m'ont dit, on voudrait signer ton disque. Viens habiter chez nous, en gros, hein, viens habiter chez nous, on s'occupe de ton visa de travail, voilà, et on va faire des tournées. Il se trouve que j'arrive, je te le fais rapide parce que l'histoire est longue, mais il se trouve que j'arrive dans un appart complètement délabré où je dis, mais le voisinage est sympa, et ils me disent, à droite, là, c'est Bernard, mais Bernard, il est en prison parce qu'il trafiquait, mais il est sympa, tu verras quand il revient. Tu vois, c'était cette ambiance-là. Où ils font quelques vinyles physiques et vont les déposer dans un endroit qui existe toujours mais qui n'est plus un endroit, qui s'appelle Amoeba, qui est un disquaire mythique de Los Angeles, qui est énorme, et on va poser nous-mêmes les disques à la main. Et il se trouve que dans la semaine d'après, il y a une double page dans Rolling Stone US, qui est donc un magazine de musique important, qui parle des 5 nouveaux trucs électroniques qui vont péter, quoi. Dedans, il y a Justice, il y a, je sais plus, mais je me souviens de Justice, et il y a moi. Et nous, en fait, on avait prévu une tournée des bars dans plein d'états un peu moisis, avec, on avait commencé une tournée où je me souviens d'une fois où j'arrive dans un bar et il y avait littéralement personne sauf un poivreau au bar et une platine pour que je puisse faire le DJ, donc autant te dire que c'était compliqué. Et en fait, de ce jour-là, on repasse chez Amoeba regarder les vinyles, et avec l'article, il n'y en avait plus. Et les mecs nous disent, mais donnez-nous-en. Et en fait, je crois qu'on a fait 9 reprises des vinyles. Il y en a eu vraiment. Et on passe de tourner des bars à tourner des 400, 500, 600, 700 places tous les soirs. Et la tournée, elle s'agrandit comme ça. On a fini par faire genre 35 dates en 40 jours. Non, je crois 25 dates en 30 jours. Enfin bref, beaucoup de dates en peu de jours. Quand même. Et en fait, c'est tout con, mais quand t'es français, ça commence un peu à truc. Il commence à y avoir des articles dans tous les trucs un peu branchouilles et tout. Et parce que c'était aussi l'époque qui voulait ça, il fallait qu'il se trouve d'autres personnes. Et c'est tombé aussi sur moi. Et quand je reviens en France, j'ai l'aura du petit français pour qui ça a marché aux États-Unis. Je parle de ça, on est en 2006-2007. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont connu à travers Fury, mais en fait, avant ça, il y a eu plein de choses, tu vois. Et du coup, voilà, je pense que ça m'a aidé à percer un peu au départ. Il y a eu le coup de pouce de MySpace aussi à l'époque, parce qu'on vient tous aussi de là, ceux de mon époque. Et à une époque, tout le monde voulait signer des trucs MySpace parce que ça cartonnait, etc. Donc voilà, en fait, et puis en dehors de ça, il y a, c'est terrible à dire pour les gens qui essayent, mais il y a 80% de chance. En fait, là, je viens de te raconter 20% très longuement, mais en fait, la partie la plus importante, c'est la chance, parce qu'à l'époque, on était plusieurs à faire ce genre de musique. Et à ce moment-là, c'est tombé entre autres sur moi, parce que c'était le bon moment, le bon endroit, parce que j'ai eu de la chance. Moi, j'ai pas spécialement de connexion dans ce milieu-là à la base, donc c'est venu comme ça, quoi. Mais après, je prends, hein, mais bien sûr. Mais oui, et tu vois, c'est aussi ce que je me dis en ce moment, c'est que je vois comment aujourd'hui le marché est saturé de gens qui font de la musique. En fait, je connais très peu de gens qui fassent pas un peu de musique chez eux, tu vois. C'est fou, mais c'est vrai. Le marché est tellement saturé de gens qui veulent essayer de prendre une place. Je ne serais pas en mesure de faire ça aujourd'hui. Je serais découragé très vite parce que les systèmes de playlist sur Spotify, c'est l'enfer. Le fait de devoir faire des réseaux sociaux à mort pour d'avoir de la visibilité, c'est l'enfer. Je ne sais pas si j'aurais le courage de faire ça aujourd'hui.
en 2006, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. J'avais mon petit MySpace, j'avais fait une jolie bannière et point barre, et c'était tout. Et c'est très bien, mais j'aurais pas le courage de faire trop de réseaux sociaux, trop de politique pour avoir des playlists. Hmm. Et puis surtout, il y a beaucoup trop de gens qui essayent de faire ça, et il y a beaucoup trop de gens pour lesquels ça marche. À l'époque, je pense que on était finalement peu d'élus, mais pour peu d'appelés. Au final, il n'y avait pas tant de monde que ça. Hmm. Aujourd'hui, il y a peu d'élus, mais il y a tellement de gens qui veulent faire ça que je trouve très décourageant. Bravo à ceux qui essayent, parce que putain, il faut être bien accroché, quoi. Enfin, pour moi, c'est de la science-fiction ce qui se passe aujourd'hui. Mais et puis en plus, à l'époque, j'avais pas du tout et personne de mes potes avait le truc du business. Tu vois, je savais pas ce que ça voulait dire, les éditions, par exemple, sur un contrat de disque. En gros, il y a une partie éditoriale sur un contrat de disque qui est celle qui rapporte le plus d'argent. En gros, je la fais rapidement. Et en fait, Ouais. quand t'arrives, moi, je voulais juste faire de la musique, je voulais gagner ma vie avec la musique. Donc, en fait, quel que soit le moyen, on me disait, tiens, vas-y, signe là, tu vas pouvoir faire ça. J'étais là, oui, 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 oui. Aujourd'hui, les jeunes qui débarquent ils savent tous déjà. Ils ont créé leur boîte d'édition. Ils font tout. Oui. C'est fou. Les mecs savent tout, mais moi, je savais rien. Mais c'est parce que l'information est plus accessible qu'avant. C'est-à-dire que avant, pour apprendre à faire de la musique, de la MAO, fallait se lever tôt, fallait avoir les bons contacts et fallait s'y connaître. En fait, pendant que tu le disais, bah oui, c'est ça. En fait, je trouve que c'est un peu comme, tu sais, il y a eu un boom des groupes de rock dans les années 80-90 parce que c'était accessible. Ouais. Tu pouvais faire un truc avec une guitare à 100, 200, 300 balles et prendre des cours éventuellement, même sans prendre de cours et juste te démerder, quoi. Parce que c'était accessible, tu pouvais le faire même sans être un expert en enregistrement. Et après, tu disais, bon, on va faire des trucs dans des bars et puis on espère que ça va marcher, quoi. Là, maintenant, faire de la MAO, c'est devenu accessible parce que tout le monde peut l'apprendre via Internet et tout ça. Donc, tu as plus en plus de gens qui le font parce que le ticket d'entrée est plus bas, mais par contre, la barrière de l'autre côté est plus haute parce qu'il y a plus de gens par effet domino. Non, mais sincèrement, oui, et puis il y avait vraiment un truc de passion à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi, je vois, parce que aussi j'ai un label et que je reçois des propositions, je vois qu'il y a des gens qui sont aussi là et presque d'abord parce qu'ils veulent que ça rapporte, ils veulent qu'on parle d'eux, moins par passion, quoi. Je vois sincèrement quand même pas mal de projets où les mecs me disent, mais en fait, je fais ça là parce que c'est un peu cool. Avant, je faisais de la synthwave, puis avant, je faisais machin. Je fais, ouais, mais du coup, c'est quoi ton ADN, quoi? C'est un peu triste, on va dire, mais c'est un peu ça correspond aussi au standard de ce qu'il y a dans Spotify aussi, c'est qu'on commence à avoir des trucs où faut faire un truc qui correspond bien à la playlist, qui va bien rentrer dans le truc, qui va bien correspondre. C'est un peu comme les musiques de banque, tu sais, les musiques pour des pubs, pour Noël, pour Halloween, faut que ça rentre pile poil, ou les musiques de trailer même, hein. Les musiques de trailer, mine de rien, c'est hyper calibré, il faut toujours que tu aies à peu près la même structure pour qu'on puisse faire matcher ça au montage, et ça devient un peu ça, et je pense que ça a toujours plus ou moins existé, c'est juste que là, c'est comme on le disait, comme il y a plus de gens, je pense qu'il y a plus de gens qui veulent en vivre et donc ils sont prêts presque à tout pour réussir à gagner de l'argent avec, quoi. Et tu vois, bizarrement, mon distributeur digital, donc qui est comment dire, la structure qui me permet de diffuser ma musique sur Spotify, etc., qui prennent un pourcentage de mes streams, mais qui en échange essayent de me placer dans des playlists, en gros. Je la fais rapide encore une fois, mais voilà, me disent, on ne comprend pas parce que tu ne coches aucune de ces cases. C'est-à-dire que tu fais effectivement un truc avec Morbid Angel et après tu vas faire un featuring avec Alain Chamfort. Enfin, il n'y a aucune logique, tu vois. Tu fais des morceaux de 7 minutes, il n'y a pas de parole, machin. Et ils disent, on ne comprend pas, ça prend, il y a des playlists et tu fais des streams. Tu ne devrais pas faire de stream, tu ne devrais pas faire des playlists. Donc en vrai, il y a quand même encore un petit peu d'espace, mais je pense qu'il y a de l'espace que pour des gens qui ont au moins une petite début de carrière à la base, où les gens disent, ah bah oui, mais en fait ce gars-là on connaît, on va quand même écouter. Mais ouais, c'est bon. Après voilà, j'ai passé 10 minutes à faire le vieux con, mais je te jure, aujourd'hui je n'aurais pas le courage de faire ce que mon fils qui essaye de faire ça, lui, parce que les chiens font pas des chats visiblement. Oui. Je te jure, je suis admiratif qu'ils se disent, bah tiens, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que Après, je pense que quand on se lance,
Déjà, on n'a pas le recul pour se rendre compte de l'effort surhumain qu'il faut fournir déjà de base. Et je remarque quand même que quand on a 18, 20, 25 ans, on a quand même vachement plus de pêche et on arrive Bien vachement plus à sûr. faire. Je commence à le sentir, tu vois, que maintenant, si je dors un peu moins, j'ai des migraines ophtalmiques. Ah, bien sûr. Et ça, c'est horrible parce que je me dis, mais putain, c'est pas possible, quoi. Je dors juste 7 heures et j'ai une migraine ophtalmique, quoi. Et ça m'empêche de bosser. Je suis obligé de me bourrer d'Aspégique pour essayer d'atténuer le truc. Mais c'est pas possible, quoi. Et tous les efforts que j'ai fournis là pendant 10 ans, parce que mine de rien, j'ai commencé à 21 ans, Ouais. je me dis, mais je peux plus le faire du tout, en fait, parce que mon corps ne suit plus, en fait. Là-dessus, l'effort surhumain qu'il fallait fournir. Et parce que, tu vois, déjà, quand j'ai commencé en 2015, on disait que le marché était bouché, Ouais. notamment dans la musique de jeux vidéo, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde. J'ai pour autant réussi à faire mon trou, mais en fait, il y a une grande part de chance parce que Mais du coup, je te tous les effets de bouche à oreille, tout ça. je te retourne la question. Du coup, qu'est-ce que tu penses que. Pourquoi tu penses que pour toi, tu as réussi à faire ton trou? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as réussi à faire ton trou? J'ai bossé comme un malade mental. Eh ouais, C'est-à-dire que j'ai ouais. fait. J'en ai reparlé avec des potes parce que forcément, dans les gens qui sont sortis d'école avec moi, il y en a qui ont percé et qui continuent à bosser dedans, il y en a qui ont arrêté et qui sont heureux comme ça aussi. Hein. Parce que c'est ça aussi qu'il faut le dire, hein, c'est qu'il y a des gens. En fait, c'est pas une fatalité de se dire, en fait, j'ai pas envie de le faire ou en fait j'ai pas envie de faire des sacrifices pour ça. Moi j'ai mon pote, il a sa fille, il travaille dans une boîte d'informatique, il fait de la musique sur le côté, il est très content. Bien sûr. C'est pas grave en fait, personne n'en est mort. Mais globalement, moi, je me rappelle pas. C'est-à-dire que pour te dire à quel point j'ai tête dans le guidon, je ne me rappelle pas d'à quel point je bossais, à quel moment j'ai commencé. Mais j'ai des potes qui m'ont dit, mais tu te rends pas compte, t'étais un malade mental. Déjà, t'étais en école, tu bossais sur 6 projets en parallèle de l'école, tu faisais plein de trucs. Et je me suis rappelé qu'effectivement, je me rappelle le premier été sorti d'école, j'ai envoyé, j'étais sur toutes les pages Facebook, parce qu'à l'époque c'était encore Facebook où il y avait tous les développeurs de jeux, et je scrutais tous les jours. Et dès que je voyais un projet intéressant, je regardais s'ils avaient un sound designer, un compositeur, et je leur envoyais un DM en anglais. Et j'ai fait ça pendant tout un été. Et j'ai envoyé une vingtaine, trentaine de messages par jour. Et ça a fini par payer. Ouais, et puis après c'est... Il y a une partie d'effort, en fait, souvent ce que je dis, c'est qu'il y a 50% de chance, parce qu'il y a forcément une part incontrôlable que tu ne peux pas contrôler, parce que si on était contre ça, sinon ça s'appellerait... sinon on pourrait avoir un contrôle absolu sur notre vie, on pourrait faire la météo de notre vie, presque, Ouais. ce qui serait un peu angoissant. Et de l'autre côté, il y a une 50% qui peut être plus ou moins en fonction de l'effort qu'on y met. C'est-à-dire que plus ou moins en fonction des efforts, et aussi du nombre d'erreurs que tu fais qui te permet de réajuster ta trajectoire, parce que forcément quand tu essayes, tu te plantes et après tu comprends qu'il faut pas faire ça, donc en fait tu réajustes au fur et à mesure, ce qui fait qu'au fur et à mesure tu es de plus en plus précis pour arriver à toucher des trucs. Et du coup, Sachant que moi c'est vas-y. juste pour finir, sachant que c'est particulier parce que moi je me suis focalisé direct sur musique de jeux vidéo. Ouais. Donc j'ai jamais essayé de faire de la musique pour en vendre, et j'ai toujours été très focalisé là-dessus, donc c'est un peu différent, tu vois, de quand tu veux vivre de ta musique au sens faire des écoutes sur des plateformes et en générer un revenu, c'est un peu différent, quoi. Comment c'est une question technique et peut-être qu'elle n'est pas intéressante et tu couperas et tout, mais est-ce que tu es à la SACEM? Non. Voilà, comme tous les autres, comme toi, là, d'accord. On s'est compris du coup, c'est bon. Oui. Non, mais on peut en parler parce que je vais expliquer ça parce que c'est quand même intéressant. Vas-y. En gros, quand tu fais de la musique de jeux vidéo et que tu es français et affilié à la SACEM, qui est l'Institut de rétribution des droits d'auteur en France, les gens qui créent le jeu vidéo sont obligés de te verser une partie de leurs gains des ventes. Donc concrètement, par exemple, quand j'ai fait Fury, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, ils doivent me filer un petit pourcentage des ventes. C'est obligatoire, je crois 2 millions d'exemplaires. Mais, c'est obligé. Et du coup, alors c'est cool parce que l'idée de la SACEM, c'est de dire, bah oui, mais comme il n'y a pas de diffusion à la télévision sur lesquelles l'artiste peut se rétribuer de l'argent, on va ponctionner sur les ventes de jeux, comme ça l'artiste peut avoir un peu d'argent sur les ventes de jeux. Alors ça, c'est sur le papier, je trouve ça fantastique parce que du coup, voilà. Sauf que en fait, la plupart des boîtes qui font du jeu vidéo ne veulent pas d'artistes français parce qu'ils ne veulent pas céder une partie des droits, de leurs droits. Ce que à titre perso, je le comprends vraiment, je comprends ça. Donc, à vouloir être cool avec les artistes, en fait, la SACEM, à titre perso, moi, elle m'a empêché de faire des BO de plutôt gros jeux
parce que les Ouais. gens voulaient pas céder un peu d'argent, quoi. Donc, en fait, c'est une vraie problématique sur laquelle, avec mon associé, on travaille. On a fait des rendez-vous à la SACEM en ce sens, en leur disant, bah, c'est très gentil, mais en fait, vous êtes un peu éloigné de la réalité de ce qu'est la musique de jeux vidéo aujourd'hui. Il faudrait que ça change parce que ça nous nique des deals, en fait. Oui, puis il y a une vraie problématique qui est normale parce que le jeu vidéo c'est un média nouveau par rapport à tous les autres. C'est qu'en fait, on peut pas attribuer de la même manière enfin, on peut pas utiliser les mêmes chiffres que pour de la télévision ou des trucs comme ça parce qu'en fait ça marche pas. Le nombre de ventes d'un jeu c'est pas pareil que le nombre d'entrées au cinéma en fait, c'est pas comparable, c'est pas la même chose en fait, ça reste très différent et ça pose des problèmes. C'est un sujet pour ceux qui écoutent, c'est un sujet qui est sur la table depuis plus de 25 ans. Oui, c'est un Et il y sujet. a des et c'est un sujet qui alors on peut quand même être optimiste, il y a quand même des avancées, il y a quand même des acteurs qui travaillent sur le sujet pour essayer de faire aussi avancer les choses. J'en ai parlé avec un ami juriste qui travaille sur le sujet, etc., avec des éditeurs pour essayer de créer des situations où on n'aura pas de buy-out. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le buy-out, c'est le fait d'être payé sur un projet. C'est-à-dire qu'en gros, moi je bosse sur un jeu vidéo, on me paye en amont Alors, c'est et j'ai pas de impossible. rétribution derrière. Légalement, c'est Oui, impossible de pas avoir de buy-out. Parce que en fait, en France, tout travail mérite salaire, donc c'est c'est ça. impossible. En revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un buy-out qui est beaucoup plus important, Oui. mais pas de rétribution sur les ventes de jeux. Et c'est pour ça que des gens comme toi, mais en fait la plupart des Français qui travaillent sur des jeux vidéo qui sont souvent français, et ben en fait, ils ne peuvent pas être affiliés au régime de la SACEM, ce qui est complètement fou. Oui, Ce qui est fou, vraiment fou, parce que la SACEM, en dehors de ça, est un super bon système. C'est bien le sûr. système qui rétribue le plus les artistes dans le monde. Donc oui, c'est un problème qui est un peu technique et un peu pro et tout, mais qui est un vrai problème. Dont je pense que Bah personne oui. n'est au courant. Qui Oui, font oui, que, en bah fait, pour c'est. beaucoup de jeux français, soit ils prennent des Français qui ne sont pas affiliés à la SSM, soit ils prennent juste pas des Français. Ce qui est dommage, alors qu'ils veulent prendre Oui. des musiciens. Bah, j'ai des anecdotes de projets de certaines grosses boîtes. Je vais pas dire les noms parce que sinon ça va jaser, mais D'accord, en gros, on il y dit a pas que c'est des, Ubisoft, mais allons-y. il y a des grosses boîtes qui ont interdiction de prendre des compositeurs français et qui, quand ils se retrouvent face au fait accompli, remplacent le compositeur français par un compositeur américain. Oui. Oui, voire même, j'ai des retombées même de quasiment de prête-nom, en fait. Oui. Des gens qui prêtent leur nom. Et on embrasse et plein d'autres. Non, c'est bon. J'ai rien dit, tu comprends, c'est pas grave. En vrai, de toute façon, tout le monde le sait un peu. C'est pas un secret, tout le monde le dit. Enfin, il y a pas de là-dessus, c'est pas. Il y a pas de secret. Malheureusement, c'est une situation un peu compliquée. Enfin, faut se dire que, en plus, voilà, dans le jeu vidéo, par exemple, ça arrive souvent que le compositeur, ça lui arrive aussi de faire du sound design, donc des bruitages sur des projets de jeu, Ouais. ce qui crée des situations où, je donne un exemple, en tant que compositeur, on peut avoir un statut d'artiste-auteur en tant qu'une sorte de micro-entreprise un peu particulière, mais tu peux faire que de la musique. Donc ça veut dire que si tu veux faire du sound design, faut que tu aies une micro-entreprise. Mais vraiment une micro-entreprise. Et sachant que le statut de sound designer n'existe pas. Donc il faut que tu te mettes dans des catégories un peu à part. Par contre, la catégorie marabout existe dans micro-entreprise. Donc il y a des situations comme ça où tu sens que c'est un peu lunaire, que apparemment marabout, il y a plus de marabouts que de sound designers en France, on sait pas trop. Et j'en croise Et beaucoup, hein. Tu sais, ma ville de villégiature, c'est Angoulême, donc on a beaucoup de gens qui travaillent dans le jeu vidéo et dans le sound design et dans le son ici. Ouais. Mais tu vois, il y a. Et puis il y a aussi un truc un peu vicieux, c'est que si tu es inscrit à la SACEM en tant que compositeur, tu vas vraiment bloquer dès que tu veux sortir de la France. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de bosser avec des boîtes à l'étranger. Ouais. Si j'étais affilié à la SACEM, ça bloquerait très vite. Ouais. Parce que ils ont tellement peur, parce qu'il y a eu des cas de gens qui ont fait un buy-out et qui se sont retournés contre la boîte de jeux vidéo en demandant des droits derrière. Bon, après, les personnes sont mortes, après, ils bossent plus dans l'industrie. Mais c'est déjà arrivé. Du coup, maintenant, les gens sont très sur la défensive sur le sujet. Donc, ça crée des problèmes. Je suis sûr qu'on va finir par trouver une solution. Au bout d'un moment, ou en tout cas, une manière de le faire. Mais en tout cas, c'est vrai que. Mais c'est pour ça que je suis d'autant plus reconnaissant de Game Baker, par exemple, mais d'autres avec qui j'ai bossé quand j'ai travaillé pour Road 96 notamment et tout, de vouloir, de façon presque militante, travailler avec des musiciens français, parce que
c'est effectivement pas évident. Mais par exemple, des Game Baker, je sais que sur Saussure, ils m'ont dit en fait, on ne veut plus travailler avec des Français. On ne peut pas. Bah oui. Donc ouais. Mais c'est très compliqué. Hein. Mais c'est un sujet super intéressant. Mais c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo justement sur la SACEM pour expliquer ça. Et je sais que ça a servi à un pote juriste justement qui montrait ça à des gens en expliquant bah voilà la situation actuelle. Et je sais pas si ça a servi pour le débat justement sur la SACEM. Mais en tout cas, je sais que je fais partie des compositeurs justement un peu... qui revendique le fait de ne pas être inscrit à la SACEM parce que, bah, bon, après, il y a aussi d'autres raisons, c'est qu'en réalité, tout ce que je fais comme musique sonne comme du jeu vidéo, de toute façon, depuis le début. Donc en réalité, je me serais pas eu faire de la musique de pub de manière très frontale parce que. Oui, mais est-ce que tu es affilié à autre chose? Oui, mais en fait, la SACEM ne rétribue pas que la musique de pub. Est-ce que tu es affilié à autre chose? Non. J'ai littéralement, vraiment, de 10 ans, ça fait 10 ans que ça fait, allez, 7 ans, on va dire, on dit vraiment bien. Ça fait 7 ans que je fais que des buyouts sur tous mes projets. Par contre, effectivement, je garde des droits sur les ventes des soundtracks, des trucs comme ça. Il y a quand même. Oui, mais par exemple, qui te rétribue des streams? Ah, bah après, ça c'est. En gros, je récupère uniquement les trucs de DistroKid là. Comment ça s'appelle? Oui, donc, parce que t'as de l'argent qui t'attend à la SACEM, je te le dis. Ah, sûrement. Un jour, mais je vais attendre. Non, mais c'est toujours pareil, c'est un peu technique. Et puis bon, bah Oui, pour oui. le moment, j'en ai jamais eu besoin, donc je l'ai jamais fait. Mais probablement que oui, il y a sûrement des trucs comme ça qui dorment. Ouais, en tout cas, c'est un paradoxe terrible de la SACEM veut protéger les musiciens de musique de jeux vidéo et à la fois leur sape 90% du travail. Mais je te dis, je sais que mon associé a fait des rendez-vous dans ce sens avec la SACEM et on espère que ça se règle assez vite. Parce qu'effectivement, on a tous les gens qui ont travaillé dans la musique de jeux vidéo ont tous perdu des contrats à cause de ça. Bah oui, puis en plus, ça veut dire que tu dois faire un choix en fait. C'est-à-dire que tu dois soit bosser dans le jeu vidéo, soit dans le reste. C'est ça. Et en plus, ça veut dire que soit tu bosses sur le marché français, soit tu bosses sur le marché reste du monde, quoi, qui fait tous du buyout, quoi, globalement. Hein. Ouais. Donc, c'est quand même très pénible de se dire, bah, on peut pas avoir des compositeurs français qui peuvent briller à l'international, par exemple. C'est ça. Et ça, c'est quand même terrible. Enfin, ça, je trouve ça. Mais encore une fois, je comprends pourquoi, parce que, bah, mine de rien, sur le système jeu vidéo, de ce que j'ai compris, ils sont 2. c'est vraiment, on est sur le microcosme pour le moment, et donc forcément, ils peuvent pas tout gérer comme ça, en un claquement de doigts, ça prend du temps. Bien sûr. Et puis bon, les institutions françaises, de toute façon, ça prend toujours du temps, on le sait tous, hein, y a pas de, c'est pas un secret. Quoi. Mais voilà. Si nous regarde la SACEM, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Ouais, non, mais On en discute. Moi, je veux bien défendre je veux bien me mettre mon petit t-shirt de Che Guevara et défendre ma paroisse, mais. Non, mais en plus, voilà, en l'occurrence, ça peut quand même marcher. Regarde, moi, pour le coup, je suis complètement affilié à la SACEM et je fais de la musique de jeux vidéo régulièrement, donc ça marche. Il y a encore des boîtes qui sont militantes et qui se disent, ok, bon, ça nous coûte beaucoup plus cher, mais c'est militant, on fait du Made in France, etc. Du coup, on a bien dérivé, mais en vrai, c'était super intéressant. Pour revenir un peu sur, tu vois, ce qui a fait la différence pour te permettre d'en vivre, Ouais. est-ce qu'à l'inverse, tu as fait des erreurs dans ton parcours où tu te dis, en vrai, j'aurais peut-être pu faire différemment? Ouais, en fait, oui. Alors, si mon ancien label regarde ça, ils vont pas être contents, mais ça n'a rien contre eux. J'aurais dû créer ma structure plus tôt. Parce que en fait, juste, je suis pas tout seul, on est 4 hein, dans mon label, mais on a plusieurs artistes et tout, mais je suis maître de mes coups. Je sais là où je veux mettre de l'argent pour mon disque. Aujourd'hui, moi par exemple, je n'aime pas faire de promo intempestive, j'aime pas faire chier les gens avec de la pub, avec de la promo, parce qu'il y a déjà de la pub et de la promo partout, ça m'emmerde. Je n'aime pas avoir d'attaché de presse parce que elles me servent pas à grand chose, très honnêtement. Donc toute la partie marketing, en fait, c'est une partie que moi je vais plutôt allouer à des beaux featuring, des beaux objets, un beau graphisme pour la cover, et rendre. Moi, c'est pour ça que je milite, rendre l'objet physique accessible. Sur mes vinyles, je fais vraiment très très peu de marge par rapport à tous les autres, mais parce que je veux qu'il soit au prix le plus juste possible pour les gens et que ce soit pas, on se saigne pas pour avoir un objet physique.
Ouais. Je fais de l'argent avec les streams et tout, c'est cool, donc j'ai pas besoin de forcer pour faire encore plus de blé. Donc voilà, je peux moi m'allouer l'argent là où je pense qu'il est nécessaire, là où quand tu as une maison de disques qui n'est pas la tienne, c'est eux qui décident de comment on alloue l'argent. Et moi parfois j'étais vraiment pas d'accord avec la façon dont ils avaient d'allouer l'argent. Mais ça, j'avais pas trop mon mot à dire. Là aujourd'hui, c'est moi qui décide de ça. Donc oui, ça c'est une erreur que j'aurais pas faite. Après, sincèrement, je suis plutôt de l'école toute erreur est bonne à prendre. Et puis on avance comme ça. J'ai eu une période assez chien fou. Ça marchait vraiment très fort et c'était très très branchouille et tout. Du coup, en fait, parfois j'avais des touches vraiment avec des énormes stars pour leur faire de la musique, tu vois. Des énormes stars. Et j'ai envoyé des trucs à l'arrache à des vedettes, mais qui font des milliards d'écoutes. J'ai envoyé des trucs ambiance comme ça, tu vois, j'avais trois notes sur le clavier. Et, et, ça, je le ferai pas aujourd'hui. Je le ferai un peu plus, je prendrai un peu plus le truc au sérieux. Je les prenais par-dessus la jambe, genre, ah oui, il y a machin qui veut ça, bah attends, bouge pas, papa. Mais non, t'envoies pas ça comme ça, quoi. Ok, c'est intéressant. Je prendrais moins les choses par-dessus la voie. En fait, ça fait pas assez peu de temps que je me suis rendu compte que c'était mon métier. Et avant, en fait, tout ce que je voulais, c'était m'amuser, quoi. Je voulais que tout soit rigolo, je voulais que ma vie, elle soit marrante. Je voulais avoir des choses à raconter à mon fils. Je voulais faire profiter mes potes, profiter ma femme. Je voulais qu'on s'amuse. Et c'est toujours le cas, mais aujourd'hui, je sais aussi que c'est mon métier et que dans mon métier, il y a aussi une partie de business que j'avais négligée parce que trop de gauche. Voilà. Je comprends tout à fait. mais et puis même, je pense qu'en vrai, quand je pense qu'il y a aussi un côté où le mot business, ça fait peur tout de suite. Tu vois, tout de suite, ça donne un côté vachement, vachement à droite, vachement le truc un peu, tu vas faire du fric, voire tu vas arnaquer des gens. Tu vois, il y a un peu ce côté-là aussi qui c'est un peu connoté. Alors qu'en vrai, tu peux tout à fait faire du business, tu vois, vivre de ta musique sans forcément trahir des gens ou faire des trucs sales, tu vois. Non, et puis quand t'es handicapé comme moi de connaître sa propre valeur, t'as un associé qui, lui, le sait et qui va prendre le relais parce que moi, si un projet me plaît, je dis oui, on verra. Mais en fait, mon associé, il dit non, on verra pas du tout. Voilà ce que ça coûte d'avoir une de tes musiques parce que voilà ce que ça a rapporté sur tel projet. Moi, ça, je suis incapable de le faire, par exemple. Mais maintenant, j'écoute, alors qu'avant, je disais, mais on s'en fout. Voilà. Oui, puis on est très mauvais pour estimer notre valeur. Puis ça, c'est un truc que j'explique souvent, c'est que la plupart des gens qui sont venus dans la musique sont venus pour le côté créatif, ils sont pas venus pour le côté business, protocolaire et tout ça. Alors qu'en vrai, c'est quand même une bonne partie du métier. Ouais. C'est une bonne partie du métier, et surtout, si tu veux vivre de ta musique, faut forcément que tu passes par là. Et mine de rien, le fait d'avoir des tarifs qui peuvent être quand même parfois un peu importants, ça te permet aussi d'en vivre longtemps et de bien t'investir et de faire les choses proprement. Parce que moi, je vois beaucoup de gens dans le domaine de la musique de jeux vidéo, même dans le musique à l'image, les mecs, ils arrivent dans un call et ils se pré-négocient leurs tarifs avant même que la conversation ait commencé. Ah oui, d'accord. Oui, non, et du coup, on se retrouve dans des situations où les gens sont précaires, ils travaillent sur des projets mal payés, et du coup, ça devient une angoisse permanente, alors que ça devrait pas l'être en fait. Oui, alors en plus pour les gens qui sont, alors je sais pas de quel statut tu as, mais moi j'ai un statut d'intermittent du spectacle. C'est une des franges de la population qui cotise le plus. Voilà, on cotise beaucoup pour notre intermittence. Alors les gens trouvent toujours ça quand on est très de droite, on dit mais regardez-le, c'est feignant à payer à rien faire. Alors parce que en fait dans l'imaginaire des gens, c'est pour avoir accès à ton intermittence, donc à ton chômage d'artiste, tu dois faire 43 jours de travail par an, ce qui paraît peu. Je le concède, sauf que on cotise beaucoup plus que quelqu'un de normal. C'est-à-dire que quand tu as gagné 100 balles, tu gagnes 30 balles, en gros, en cachet, voilà. Ouais. Donc c'est quand même, on gagne très, très peu sur ce qu'on a. Mais évidemment, en rétribution, quand on travaille pas, on est payé à pas travailler, effectivement, mais en fait, on cotise tellement que c'est alors, je sais que ça a été plus ou moins débunké, mais on est quand même proche de la vérité. C'est un statut qui est bénéficiaire aujourd'hui. C'est un des seuls statuts qui est bénéficiaire ou quasiment proche d'être bénéficiaire. Donc, en fait, à chaque fois que tu as un mec de droite qui arrive pour dire « Allez, on arrête l'intermittence, machin », c'est arrivé 30 fois en 30 ans. Il regarde les chiffres et il fait « Attends, en fait, on va laisser ça comme ça parce que ça nous coûte rien. »
Donc voilà, Ouais. oui, mais donc oui, oui, je reviens à ça. Pourquoi? Pour dire, oui, effectivement, c'est important de se faire payer convenablement parce que quand tu vas toucher 1000 balles, tu vas en toucher que 300 en réalité. Parce que tu cotises et c'est très bien comme ça. Et puis oui, il faut savoir. Mais ça, c'est très dur de bien savoir ce qu'on vaut. Puis on est très mauvais pour se juger. Hein. Il C'est vaut mieux avoir un agent ou un Ouais. associé, ouais. Une personne extérieure, ouais. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que pour avoir des potes qui sont intermittents, parce que même au-delà de la musique, je connais des gens qui sont dans le milieu du doublage et tout ça, et on se rend pas compte, hein, mais ils bossent peut-être pas, mais ils sont en train de démarcher dans les studios, ils sont partout à la fois pour essayer de faire leur cachet, et c'est une angoisse hein, quand t'es à 1 ou 2 cachets d'avoir ton intermittence et que tu te dis mais faut que je fasse mes 2 cachets avant la fin du mois, mais je suis même pas sûr de les faire en fait. Ouais, bien sûr. C'est très Bien aléatoire. sûr, et puis typiquement, regarde, moi je vais faire un album. Typiquement, c'est des moments où je ne travaille pas. Parce que je ne travaille pas aux yeux de l'État. C'est-à-dire que je n'ai pas de salaire. Je vais juste créer mon disque, ça va prendre du temps. Quand je bosse sur Mutafuka, j'ai un buy-out, certes, de base. Mais par contre, je bosse plus d'un an sur ce truc-là, où en fait, je peux pas bosser sur autre chose. Donc voilà. Mais oui, mais à la fois, je te dis, je remercie le ciel tous les jours que la France soit un des seuls pays avec ce statut, parce qu'à la fois, il permet à la France de rayonner culturellement quand même. Oui. Typiquement, la protection qu'on a eue pendant le Covid était incroyable. Voilà, il faut reconnaître que c'est un statut qui a plein de défauts, mais qui est quand même magique et qui permet aux artistes d'artister. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Même en micro-entreprise, en vrai, on se rend pas compte, hein, mais ça taxe assez fort. Alors surtout que là, c'est en train d'augmenter, parce que moi, je suis en micro-entreprise, du coup. Là, on va bientôt arriver à 25%. Historiquement, on était à 22%. Donc déjà, ça monte de 3%, mine de rien, c'est beaucoup. Et en plus, ils sont revenus en arrière, mais ils voulaient baisser le seuil pour que la TVA se rajoute, ce qui faisait 20% de TVA en plus, et sur de la... Ça fait quand même mal 20% en plus, hein, parce que ça veut dire que techniquement tu les gagnes pas. Ouais, bien sûr. Et c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont la notion de la TVA qui se rajoute après, etc. Ouais. C'est un peu différent. Eux, ils font tout en hors taxe. En France, nous, on fait tout TTC. Ce qui fait que quand tu rajoutes de la taxe, en fait, pour eux, le prix doit être le même. Et il doit pas augmenter. Et c'est très particulier. Et ça, c'est toujours un peu particulier. Ce qui fait que, en vrai, en micro-entreprise, t'es à 22,3 plus 20%. Ouais. Et après tu rajoutes l'impôt sur la fortune, enfin l'impôt sur le la fortune, n'importe quoi, sur le... dites donc. Non, ça paye bien la musique de jeux vidéo. Ah, si seulement. Ah moi je serais avec plaisir. Oui. Si j'étais franchement je serais là, moi je donne. Prenez. Non, mais quand ça s'appelle l'impôt sur le revenu, voilà, c'est ça. Qui se rajoute par-dessus, mine de rien, je sais que ça décourage beaucoup de gens parce que ça fait... L'accumulation fait peur, mais en vrai... Encore, je ne te parle pas des droits d'auteur pour les déclarations aux impôts qui, pour le coup, sont taxés comme des BNC. Alors, voilà, on va... Du coup, c'est très, très taxé d'avoir des droits d'auteur, etc. Mais après, encore une fois, je suis pareil, on est tous très contents de payer des impôts du moment que ça ne sert pas à n'importe quoi. c'est ça. Mais oui. Et alors, donc oui, je disais, oui, c'est donc pour ça que quand on vient vous voir et qu'on vous dit, en fait... 3 morceaux, ça peut pas être 1200 balles, c'est pas possible. C'est pas pour faire chier, c'est parce que vraiment, en fait, c'est pas possible. Voilà. Et puis surtout, quand tu embauches quelqu'un, un musicien comme toi, pour faire de la musique de jeux vidéo, tu payes aussi les années de travail dans le vide. Ça se paye, en fait. Ce sont des moments où tu travailles dans le vide, où tu te perfectionnes. Et voilà, ça se paye aussi. L'expérience, le matériel, etc. Il y a plein de choses. Hein. Mais donc voilà, oui. Et je sais qu'il y a effectivement, je sais qu'il y a plein de gens qui essayent de bosser dans ce milieu-là, qui sont obligés de se brader, mais c'est pas une bonne chose parce que non, ni pour eux ni pour nous en fait. Mais il faut pas se brader. Voilà. Ça rend ça même pas au client parce qu'en fait ça habitue le client à un tarif qui n'est pas réaliste, ce qui fait que en plus,
ça a aussi un effet pervers, c'est que souvent, du coup, on essaie de bosser un peu moins sur le projet parce qu'on veut essayer de trouver d'autres projets pour être rentable. Ouais. Sauf qu'en fait, tu crées un système où tu cours après les projets pour essayer de survivre. Et en fait, tu te rends pas service, tu rends pas service au projet, tu rends pas service au client. Et en plus, ça veut dire que derrière, les clients, ta seule plus-value, c'est d'être le moins cher. Donc, si un jour, demain, il a un mec moins cher qui fait la même chose, Ouais. en fait, pourquoi il irait pas ailleurs? Alors que quand tu factures plus, ok, il va payer plus sur le coup, mais il va être content de la presta. Toi, tu vas être content parce que tu vas avoir le temps aussi Bien sûr. de pouvoir bosser dessus, de prendre le temps. Enfin, ça rend service à tout le monde, mais c'est difficile de s'en rendre compte tant qu'on n'a pas fait plusieurs projets. Et en plus, j'ai toujours dit un truc à tous les gens que j'accompagne, tout ça, c'est si tu bosses avec des gens qui te payent mal, Ouais. tu vas passer un très long et très mauvais moment. C'est vrai. Parce que les gens qui payent le moins bien, c'est ceux Les qui te plus demandent casse-couilles. le plus de Ouais, bien sûr, c'est les modifications, plus qui casse-couilles. sont... Alors que quelqu'un qui te paye plutôt bien, il te fait confiance en fait. Ouais, c'est vrai. Il y a un lien de confiance, il te paye parce qu'il sait que tu es expert dans ton sujet, donc qu'il sait que tu vas gérer le truc en fait. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait vrai. Mais oui, tout à fait vrai. Du coup, voilà. Si on peut donner un petit conseil comme ça, ne vous bradez pas. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de conseils, très belle transition, si tu devais donner un conseil à un mec qui a envie de... Alors, tu vas rigoler, qui a envie de suivre un peu le même genre de chemin, qui a envie de faire un peu la même chose que toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon courage. Voilà. Ça va être compliqué. Non, non, mais bon courage. De prime abord, c'est bon courage parce que pour de vrai, je vais pas te mentir à toi qui veux faire un petit peu comme moi. C'est pas évident et il va te falloir bonne chance surtout parce qu'il va te falloir beaucoup de chance. Maintenant, si après ça t'es pas découragé, mec, c'est que déjà t'es sur la bonne voie, quoi, tu vois. En fait, le bon truc, c'est de se dire, je vais probablement échouer et c'est pas grave. Et je vais recommencer et je vais probablement échouer et c'est pas grave. Et il y a un jour où peut-être ça marchera. Et surtout, je pense qu'il faut pas se lancer dans une carrière artistique, quelle qu'elle soit, si pour toi c'est pas viscéral. C'est-à-dire que si tu n'as pas... Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu te lèves pas tous les matins avec juste l'envie de faire de la musique, que ça soit pour toi, pour gagner ta vie ou quoi, si tu te lèves pas tous les matins avec l'envie de faire ce pourquoi ce pourquoi tu postules, on va dire, c'est pas la peine parce que ça va pas le faire. Moi, je sais que je suis en vacances, je fais de la musique, je fais de la musique tout le temps, j'ai tout le temps des trucs avec moi pour faire de la musique. C'est comme ça, et si jamais un jour ça s'arrête et que je gagne pas ma vie, je continuerai à faire de la musique, j'aurai mon studio et je le ferai pour moi et c'est pas grave. Mon vrai conseil, ça serait ça, c'est en fait, pose-toi la question de savoir si c'est viscéral pour toi. Et surtout que c'est souvent plus une question de viscéralité que de talent, parce que moi je connais plein de gens très talentueux qui ont abandonné parce que c'était pas assez viscéral pour eux. Oui, 100%. Pour moi, 100%, tu as tout à fait raison, et je pense que presque le talent n'a rien à voir avec le fait de réussir ou pas. Oui, ça n'a jamais rien à voir. Ni même celui de procurer des émotions aux autres. Encore une fois, ce que je te disais au départ, c'est que, par exemple, moi, je n'ai pas de technique, j'ai aucune technique. Et pourtant, je sais que j'arrive à donner les émotions aux gens. On me le dit, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est moi, je réponds aux gens quand ils m'écrivent. Et faites-le d'ailleurs, si vous avez envie même de m'insulter. C'est cool, je réponds à tout. Je pourrais vous répondre mangez vos morts, mais je répondrai quand même. Mais oui, et du coup, en fait, voilà, ça n'empêche pas de. Au contraire, moi, je trouve qu'il n'y a jamais rien de plus beau que quelque chose de naïf, de fragile dans l'exécution, mais qui t'apporte quelque chose d'une émotion assez forte. Donc, voilà, vraiment la technique. Et puis surtout, oui, moi, pareil, je connais des pianistes très talentueux, mais qui n'ont aucun talent, ne serait-ce que pour composer. Composer, bien jouer, c'est une chose. Composer, c'est complètement autre chose. C'est presque pas corrélé du tout, en fait. Oui, non. Je suis un piètre musicien, guitariste de base. Ouais, Alors, je suis pas un très très bon guitariste. Pour autant, quand je m'ennuie, alors c'était marrant, ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas composé de musique, et je me suis retrouvé samedi soir à me faire chier. J'ai fait une musique en 2 heures. Ouais, voilà. Je me suis fait une musique en 2 heures, j'ai fait tiens, et j'ai mes potes qui sont arrivés sur Discord en mode on a fini de jouer, je fais ça tombe bien, j'ai fini de composer. Et j'aurais fait écouter, ils ont fait. Et le mec il dit qu'il a fait sa vie, fait putain. Mais parce que voilà, ça sort naturellement en fait, c'est pas quelque chose que je contrôle, hein, ça sort et puis ça fait de la musique, quoi. Ouais, bien sûr. Non, puis après, je pense qu'on a tous des raisons de faire de la musique
On a tous ça nous permet d'extérioriser tous quelque chose. Enfin, quand on est fait de la musique de Oui. façon viscérale, moi je sais que je suis plutôt un taiseux sur les émotions, mais je sais que je les sors beaucoup dans ma musique. Hmm. Je pense c'est tous un exutoire, c'est pour nous tous un exutoire de quelque chose. La musique, donc voilà, mais oui, t'as raison en fait. Voilà, tout ce qui importe, c'est que ça soit viscéral. En tout cas, pour en faire son métier. Ouais. Amusez-vous, quoi. Il faut que les gens ils s'amusent. Faut amusez-vous d'abord. Posez-vous des questions après. Oui, c'est clair. Dernière question, Ouais. qui n'est pas vraiment une question, mais est-ce que tu aurais Bon. quelque chose que tu voudrais recommander aux gens qui écoutent cette vidéo? Un plugin, ça peut être un instrument, ça peut être une chaîne YouTube, n'importe quoi, un truc que tu as envie de faire découvrir. Alors attends, il faut que tu me laisses un peu de temps parce que Réfléchis, t'inquiète. le podcast qu'on fait avec ma femme, magnifique. Non mais en dehors de ça. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que tu as ce podcast-là, et d'ailleurs c'était marrant parce que on aurait pu en parler, mais c'est vrai que j'y ai pensé à un moment donné, mais ça m'est sorti de la tête. C'est vrai que j'avais découvert il y a quelques années, j'étais même passé sur un stream, Ouais. que tu faisais des streams sur Twitch, Ouais. et que depuis quelques temps tu fais un podcast du coup. Ouais, depuis. Avec ta C'est la femme. 8e saison du podcast. C'est un podcast qui parle de musique un Quand peu même. déviante, souvent un peu déviante parce que nous ça nous plaît. Voilà, on essaye de pas être wikipédiesque du tout sur des sujets sur lesquels on aborde, mais c'est plutôt des sujets. Hmm. Enfin, c'est plutôt voilà, on le fait de façon un peu fun avec ma femme en direct un mercredi sur 2 sur Twitch, mais aussi en podcast sur les applis de podcast et tout. Voilà, c'est un truc qui nous fait rire, enfin, c'est un truc qui nous plaît, qui nous fait rire, c'est un truc de passage aussi. J'aime bien, tu vois, j'aime pas le gatekeeping du tout. Moi, je déteste ça, même dans la musique et tout. Ouais. Voilà, donc c'est cool de partager le savoir. Et voilà, nous, ça nous fait kiffer. Après, un truc que je te recommanderais, ah là là, mais je sais pas parce que j'ai plein de copains et si je dis un truc, ils vont dire. Tu connais McFly et Carly? Non, je les aime beaucoup, mais ils sont très cool et tout. Mais Ah, je m'y attendais pas à les celle-là. gens connaissent un peu a priori. Non, qu'est-ce que Mais ouais. tu rigoles, mais McFly et Carlito, moi je les avais écoutés à l'époque, très longtemps, où ils avaient une boîte de prod qui faisait des clips de malades mentaux là, Oui. pour des groupes de métal. Et moi j'adorais. Et c'est trop marrant parce que les gens me disent oh putain McFly et Carlito. Mais en fait McFly et Carlito, moi je les voyais déjà avec putain je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ils faisaient des super clips avec un batteur de malade mental. Vincent, il Qui était s'appelle le complètement- batteur. Ouais, je connais Oui, le batteur. oui c'est ça. Et j'étais admiratif des vidéos. J'ai regardé le batteur, j'étais en mode mais il est C'est le fou, il batteur est trop de fort. Vegastar. Voilà. Ouais. Mais oui, non, mais en plus, je dis ça, mais je les connais un peu dans la vie, parce que ma femme a fait un morceau avec McFly il y a longtemps, et puis j'ai fait leur émission qui s'appelait le Fat Show. Oui. De recevoir Toxic Avenger, il est dingue! Il est dingue, Toxic Avenger! T'es allé à l'école, mec? Jamais. Donc voilà, c'était vraiment une vanne. Je les trouve chouettes et tout, mais je savais pas. Ouais, Je ils sont savais pas cool. comment. Non, qu'est-ce que je peux. Non, mais après, moi, c'est surtout des trucs musicaux. Moi, je suis retombé un peu dans le jazz funk en ce moment, donc j'écoute beaucoup de trucs de Ouais. jazz funk, et je ne peux que vous conseiller d'aller écouter un groupe qui s'appelle Moses Yofi Trio, qui s'appelle Océan, le morceau Ocean. Et c'est Ok. magnifique. Alors en fait, pour le coup, ça contredit un peu ce que je disais il y a 2 minutes, puisque c'est des techniciens de malades, mais qui ont réussi à faire un truc qui, moi, me transporte de bout en bout. Merci. Franchement, 1h30 qui sont vraiment passées toutes seules. Hein. Franchement, c'était super cool. On a parlé de plein de trucs en plus. Bah ouais, cool. Donc, Mais merci de m'avoir invité à parler. T'as vu, je parle beaucoup. Si. Mais c'est trop bien. La salle diff. Vas-y. Les copains de la salle diff. Voilà, c'est une chaîne Twitch, une chaîne YouTube qui s'appelle la salle diff. Ce sont les anciens standardistes du Star System de Fun Radio dans les années 90, pour ceux qui voilà. Ah ouais. Qui ont monté leur chaîne Twitch et leur chaîne YouTube. Et voilà, c'est trop cool. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les débats de Gérard, Max, Star System, c'est une chaîne vraiment très cool. Ils sont vraiment très cool. Et voilà, big up, comme ils disent. Et bah trop bien. Et bah en vrai j'irai jeter un coup d'œil parce que ça m'a l'air très marrant. Faut vraiment que j'aille voir ça. Voilà. Et bah écoute, merci, c'était cool. Bah, merci à toi. Et puis bah on va s'arrêter là. Hein, c'est On va cool. faire genre, on se dit au revoir, puis on se dira au revoir après en vrai. Ouais, c'est ça. Bon bah merci et puis bah à la prochaine. Ciao. Ciao.